Bon, alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau cours de physique, d'ondes optiques et physique moderne. Aujourd'hui, on va poursuivre l'étude des interférences à la lumière. Pardon. Donc, on avait terminé le cours, le dernier cours, en calculant ce qu'on appelait l'interfrange, donc la distance entre deux franges brillantes successives sur le patron d'interférence. Puis on avait vu que c'était une quantité qui était constante, qui dépendait de deux paramètres, essentiellement la distance d entre les fentes, ici, puis la distance à l'écran, L. Euh, Ce qu'on a représenté ici, là, juste pour vous rafraîchir la mémoire un petit peu, c'est l'expérience de Young. OK? Donc, vous avez deux fentes lumineuses ici, puis là. OK? Puis, vous allez avoir deux rayons qui vont partir pour se rencontrer sur un écran de position Y. OK? Nous, on avait fait l'approximation comme quoi la distance L était très très grande devant la distance Y. Là. On se souvient que en pratique, c'est réalisé, là. Puis pourquoi? Parce que notre distance L, c'est de l'ordre de plusieurs mètres généralement, un au minimum 1 à 2 mètres, alors que la distance Y est de l'ordre du centimètre pendant ce temps-là. Puis vous avez D, la distance entre les fentes, qui est de l'ordre même pas du millimètre, là. Donc dans la mesure où D sur L est très très petit et que Y sur L est aussi très très petit, on avait vu qu'il y avait une relation générale qui nous permettait de parler de la différence de marche. La différence de marche était donnée tout simplement par d fois sinus de θ. Puis en même temps, le, la- donc je vous rappelle là, brièvement, euh, pendant ce temps-là, dans l'hypothèse de Young, comme la distance grand L est très très grande devant Y et L, l'angle θ qui est ici, sa tangente, est égale à Y sur L essentiellement. OK? Donc, on posait que dans l'approximation de Young, delta sur D est égal à Y sur L, ce qui nous permettait de réécrire delta est égal à D fois Y sur L ou D fois tangente de θ. OK? On avait vu ensuite que dépendant de la différence de marche, on avait des endroits où l'interférence était parfaitement constructive. Par exemple, si mon onde ici parcourait une longueur d'onde supplémentaire ici, okay? Donc on sait qu'à partir de ces points-là, l'onde il reste le même chemin à parcourir. Donc ça ici, ça mesure, mettons, R1. Puis à partir d'ici, ça mesure aussi R1. Donc l'important, c'est ce qui se passe dans la différence de marche qui est ici. Okay? Si cette différence de marche-là est un nombre anti-longueur d'onde, puis que les deux sources ont émis en phase, ben à partir du point ici, les deux ondes vont revenir en phase, puis rester en phase jusqu'à l'écran. Donc on va avoir un point brillant sur l'écran. OK? Si plutôt on a ici, excusez, donc je disais, si vous avez à partir de ici puis ici deux sources qui sont en phase, puis qu'ici on parcourt une longueur d'onde de plus, ben rendu là, on va revenir avec la même phase. Puis à ce moment-là, on va garder cette phase-là constante jusqu'à l'écran. On va obtenir un point où l'interférence va être parfaitement constructive. Si à l'inverse, on part ici en phase, mais qu'on fait juste une demi-longueur d'onde, ben, on va arriver en opposition de phase ici. La somme des deux ondes va s'annuler, puis on va avoir un point sombre sur l'écran. Donc c'est pour ça que sur un écran, on va observer une succession de franges brillantes et sombres, comme je vous avais montré dans le dernier cours. OK? Euh, Évidemment, on comprendra que ce qui se passe, c'est que plus on augmente l'angle Y, l'angle θ, OK, on arrive, on frappe des endroits où là, oh oui, delta est un nombre entier de longueur d'onde, delta est un nombre demi-entier de longueur d'onde, mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe? OK, donc c'est à la question 3 qu'on vous pose ici. Quelle serait l'intensité de la lumière à mi-chemin entre le centre d'une frange sombre et le centre d'une frange brillante? Puis on vous demande de donner l'intensité en fonction de l'intensité maximale au centre d'une frange brillante. Et on précise qu'on néglige la diffraction pour l'instant. Okay? Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments dans cette question-là. On va prendre le temps d'y réfléchir. Mais pour ça, ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est superposer deux ondes qui partent des deux sources qui sont ici et là, puis qui ont des différences de phase qui peuvent être arbitraires, okay? Ou des différences de marche qui peuvent être arbitraires. Okay? Donc nous, on va, dans le fond, ce qu'on veut, c'est l'intensité sur l'écran à n'importe quelle position Y. OK? Mais, excusez, on va faire
une succession de changements de variables pour se simplifier la vie. OK? Donc, nous, on a vu qu'on peut parler évidemment de la variable y, OK? Qui est notre mesure, là, à quelle distance du centre de l'écran est-ce qu'on se trouve. Mais on a vu aussi que cette mesure-là, on pouvait la relier à l'angle θ qui est ici. OK? Donc, la θ, c'est L fois tangente de θ essentiellement. OK? Donc, Y, c'est L fois tangente de θ. Ou, dans une bonne approximation, OK? Comme la tangente et le sinus sont identiques. OK? On peut aussi... OK, excusez. Donc, plus on augmente Y, plus on augmente l'angle θ. OK? Qu'est-ce qui se passe? Ben, on a le même angle θ là, puis là. Donc, au fur et à mesure qu'on augmente l'angle θ, on augmente la valeur de delta. Donc, regardez à une position Y plus grande sur l'écran, c'est regarder à une différence de marge delta qui devient de plus en plus grande. OK? Mais nous, ce qu'on a dit, dans l'approximation des petits angles, tangente de θ est à peu près égale à sinus de θ. Donc, je peux réécrire ça comme la sinus de θ qui vaut delta sur d. OK. Donc là, on a fait un changement de variable supplémentaire. On est passé de y à θ. Maintenant, on parle en fonction de delta. OK. Puis, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est faire un changement de variable supplémentaire. Pourquoi s'arrêter à deux changements de variable quand on peut en faire trois? Donc, ça va être de parler en termes de différence de phase entre les deux ondes, ici, qui va être le point important. OK? Donc, comment on fait pour relier la différence de marche à la différence de phase maintenant? On va revenir un petit peu en arrière, puis on va se souvenir que si j'avais une fonction trigo, euh, ici, y est égal à a fois sinus de θ, OK? On sait que cette fonction-là est invariante sous une rotation de 2π ou une translation de 2π radian. OK? Ça, c'est juste une fonction sin très, très standard. OK? Si à la place, je regarde ma fonction y en fonction de la position, donc j'ai une onde progressive, je prends une photo de cette onde à un instant précis. OK? Donc, on sait que par construction, ça, c'est invariant sous une translation de lambda, où lambda est la longueur d'onde. OK? Puis, ce qu'on a vu à plusieurs reprises déjà, supposons que je prends deux points qui sont séparés dans l'espace des phases d'une quantité phi. OK? Ben, je peux prendre ces deux mêmes points-là dans l'espace, qui vont être séparés d'une quantité delta. OK? Donc, supposons que j'ai deux ondes qui ne parcourent pas la même distance. Quand les deux, il y a une différence de marche delta en mètres. Là. On se souvient, delta, c'est littéralement une mesure en mètres d'une distance supplémentaire parcourue par une onde par rapport à une seconde. Ben, ici, par analyse très simple, je remarque que phi sur 2π me donne la fraction du cycle qui est occupée par mes deux points. Ben, c'est la même fraction que j'ai ici quand j'utilise delta sur lambda. OK? Donc, je peux remplacer mon delta ici. OK? Lambda fois phi divisé par 2π, puis exprimer y comme étant lambda fois phi sur 2π. Puis isoler phi. OK? Donc j'ai une fonction de phi 2π fois y sur lambda fois L. Souvent, on va réécrire ça, donc vous regarderez dans la feuille de notes de cours, là, vous avez toujours phi qui est égal à 2π sur lambda fois tangente de θ, par exemple. Ben, c'est là que ça vient. OK? Donc, ici, c'est juste qu'on a fait des changements de variables successifs. Donc, à une position Y sur l'écran, OK, donc à une position physique Y sur l'écran, correspond un angle d'observation θ par rapport à l'horizontale. À cet angle θ-là correspond une certaine différence de marche delta. Okay. À cette différence de marche delta correspond une certaine différence de phase phi entre mes deux ondes qui parcourent deux distances a priori différentes. Okay. Donc, pourquoi ça c'est utile pour nous? Bon, vous remarquerez aussi, là, je vous le concède, là, le degré d'abstraction devient de plus en plus grand. T'sais, y sur un écran, c'est quelque chose qui se mesure avec, excusez le français, là, mais avec un tape à mesurer. Okay? Donc, c'est quelque chose qui est quand même concret. Okay? Si on parle plutôt maintenant de langue θ, mais ça aussi, ça se voit bien. La différence de marche delta, c'est un concept un petit peu plus abstrait. La différence de phase phi en deux ondes, là, ça devient pas mal plus abstrait.
Mais ça me permet de représenter mes deux ondes plus mathématiquement. OK? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que imaginez que j'ai une première onde qui est l'onde qui part du haut. OK? Donc, ça va être mon onde Y1. Puis en dessous, je vais avoir mon onde progressive Y2. Donc, on se souvient, c'est deux ondes progressives. Là. Le faisceau lumineux frappe la plaque. Vous avez deux ondes qui partent puis qui se rendent jusqu'à l'écran. Excusez, là, OK? Donc, je peux représenter chaque onde comme une onde progressive d'amplitude A, de longueur d'onde, pardon, lambda, puis de fréquence oméga. OK? Donc, supposons que ma première a euh, une phase 0. Puis nous, comme la deuxième, elle parcourt une distance supplémentaire, bien, premièrement, c'est une onde identique. Elle a la même amplitude, la même longueur d'onde, puis la même fréquence. OK? Donc, elle aura le même A, le même K, puis le même oméga. Ce qui va changer, par contre, c'est qu'elle n'aura pas la même phase parce qu'elle va avoir parcouru une distance supplémentaire. OK? Ben, ça va avoir introduit une différence de phase, tout simplement. OK? Donc, mon onde Y2, je peux la représenter comme étant A fois sin de Kx moins oméga t plus phi maintenant. OK? Donc ça, c'est ma première onde qui parcourt une certaine distance R1. Ça, c'est ma deuxième onde qui part de la deuxième source, qui parcourt une distance supplémentaire delta par rapport à la première. À cette différence de marche delta, on fait correspondre une différence de phase phi, OK, à l'aide de cette relation-là qui est ici. OK? Donc, voyez phi vraiment comme une mesure indirecte de la position à laquelle on observe sur l'écran. OK? Parce que à notre phi qu'on attribue correspond, à travers trois changements de variables, une position y sur l'écran. OK? Je m'en vais où avec tout ça? OK? Ben, nous, ce qu'on veut, c'est superposer les deux ondes. OK? Donc, comment on fait pour superposer les ondes? Moi, je veux trouver l'amplitude de l'onde résultante qui est la somme de mes deux ondes. OK? Parce que je le sais que sur mon écran ne peut pas prendre deux valeurs d'intensité lumineuse différentes. Il va prendre une valeur d'intensité. Cette valeur-là d'intensité va correspondre à l'amplitude de l'onde résultante. Pour la trouver, je dois trouver l'amplitude de l'onde résultante. Donc, je vais additionner mes deux ondes. OK? Puis la seule différence entre les deux, c'est vraiment une qui a parcouru une distance supplémentaire, donc qui n'a pas la même phase phi. Moi, pour des raisons de purement simplifier l'écriture ici, je vais remplacer kx moins oméga t par θ. OK? Donc, vous me connaissez, j'insiste quand même assez souvent là-dessus. Là, OK? C'est juste pour simplifier les maths, là, pour simplifier la notation, tout simplement. OK? Nous, on connaît une identité trigonométrique qui me permet de trouver ça. OK? C'est la somme de deux ondes comme ça. Donc, le sin de A plus le sin de B. Je vais aller l'écrire à côté. Là. On l'a déjà vu. C'est deux fois sin de A plus B sur 2 fois cos de A moins B sur 2. OK? Donc, ici, je vais avoir 2A fois le sinus de A plus B sur 2, θ plus phi divisé par 2, fois le cosinus de A moins B, θ moins phi divisé par 2. OK? Donc, je peux réécrire ça comme étant y est égal à 2a. Puis là, pour des besoins qui vont devenir évidents rapidement, je vais échanger le cos et le sin. Donc, je vais écrire le cos en premier. Θ moins θ, les deux θ disparaissent. Il me reste moins phi sur 2. Puis ici, θ plus θ, 2 θ sur 2, il reste θ plus phi sur 2. Donc, et puis, je vais utiliser deux choses. Premièrement, le cosinus de moins θ est égal au cosinus de θ. Puis, je vais resubstituer θ par kx moins oméga t. Donc, je peux trouver une expression
Donc, je viens de dire 2A fois cos de phi sur 2 fois sin de kx moins oméga t plus phi sur 2. OK? Ça, c'est le résultat que je cherche. Pourquoi? OK? Ça, c'est une mesure de l'onde résultante, si on veut. OK? Donc, qui est la superposition de mes deux ondes individuelles qui n'ont pas parcouru la même distance. La différence de chemin qu'ils ont parcouru dépend de la position Y sur l'écran à laquelle j'observe. On se souvient, plus j'observe un grand Y, plus j'observe indirectement à un grand delta, plus j'observe à une grande différence de phase phi. Donc, phi est une variable qui représente ma position Y en bout de ligne. Okay? C'est juste qu'on est passé par un paquet de changements de variables. Okay? Donc, phi est littéralement une fonction de la position Y sur mon écran. Donc, qu'est-ce que je me trouve à avoir ici? Okay? Je me trouve à avoir une fonction. Excusez, là, je vais juste. Non. Je vais. Je me retrouve à avoir une fonction. Donc, Y 2A cos de phi sur 2 fois sin. Je vais juste la réécrire, là, excusez. Là. Donc, ça, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est une amplitude qui dépend de phi. Puis ça, c'est quoi? C'est mon onde. OK? Donc, c'est mon terme ondulatoire. OK? Nous, ce qu'on observe sur un écran, c'est pas directement une mesure de l'amplitude. OK? Pourquoi? Parce que notre œil ne détecte pas l'amplitude d'un champ électrique, qui est essentiellement une onde lumineuse. OK? Il va détecter pardon, l'intensité lumineuse, la quantité de lumière qu'il y a. L'intensité lumineuse, c'est une mesure de la puissance par unité de surface. OK? Donc, par exemple, là, on fait très simplement, supposons que j'ai une ampoule de 100 watts qui éclaire une surface d'un mètre carré. Ben, c'est quoi l'intensité lumineuse? Ben, c'est 100 watts répartis sur une surface d'un mètre carré, donc c'est des watts par mètre carré. OK? Mais on avait déjà vu, vous irez voir là, dans les notes de cours, la page ne me revient pas à l'esprit rapidement, mais quand on avait parlé de la puissance transportée par une onde, on avait vu que la puissance transportée par une onde variait comme le carré de l'amplitude d'une onde. OK? Puis ça, je vous avais dit, on l'avait fait pour des vagues, par exemple, ou pour de la puissance transportée par une corde, mais on avait précisé que ce résultat-là était vrai pour tous les types d'ondes. Donc l'amplitude transportée, la puissance transportée par une onde varie comme le carré de l'amplitude de cette onde-là. Donc si ici j'ai une expression qui me permet de déterminer l'intensité, l'amplitude de l'onde résultante, ben, je peux directement trouver l'intensité de la lumière. L'intensité va varier tout simplement comme le carré de l'amplitude. OK? Donc, on dit ici, on revient, je vais expliquer ça en détail. Donc, on dit que l'intensité de l'onde résultante, c'est 4 I0 fois cos carré de phi sur 2, où I0 est l'intensité due à une seule fente. Puis on précise, là, ici, on ne tient pas compte du phénomène de diffraction. Donc ça, c'est impossible en pratique de négliger la diffraction, mais on va y revenir plus tard parce que là, pour l'instant, ça compliquerait les choses un petit peu trop. OK? Donc, si on, pardon, on revient à notre résultat, on a une expression pour l'amplitude, OK, qui dépend de phi, qui est 2A cos de phi sur 2. OK? Donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver l'intensité. On a dit l'intensité est proportionnelle au carré de l'amplitude. Donc, si je mets ça au carré, ça fait quoi? 4 A carré cos carré de phi sur 2. OK? Si j'avais une seule onde, OK? Mes ondes individuelles ont chacune une amplitude A. OK? Donc, leur intensité pour une onde seule, elle varie comme le carré de l'amplitude. On va dire que c'est I0, l'intensité de une onde seule. OK? Donc, le A carré qui est ici, on va le remplacer par I0. Ça, franchement, moi, je trouve que c'est la partie la plus mélangeante
dans les notes de cours, OK? Le fameux 4 là, ici, là, OK? Lui, on va y revenir plus en détail, OK? Donc ça, c'est l'expression générale telle que présentée dans le manuel pour l'intensité sur l'écran, OK? En fonction de la différence de marge, OK? Donc en fonction de Y. C'est juste que Y est caché à travers un paquet de changements de variables, OK? Mais en bout de ligne, comme on l'écrit dans les notes de cours, comment on peut le retrouver rapidement, là? Ben, je l'ai ici, OK? Donc, on a besoin de cette relation-là ici, de cette relation-là, puis de cette relation-là, OK? Le sinus de θ. Donc, on combine un paquet de trucs, mais phi est égal à 2pi fois y sur L lambda, OK? Fois tangente, en fait. Mais c'est pas grave, tangente est dans une bonne approximation. La tangente, puis le sinus, puis l'angle sont toutes des valeurs qui sont égales, OK? Donc, excusez. Euh, OK. Donc, ça me donne une expression pour l'intensité sur l'écran. OK. Nous, on nous a demandé à mi-chemin entre une frange sombre et une frange brillante, mais je veux vraiment insister avec vous sur quelque chose d'autre avant. Imaginons qu'on regarde là où la différence de marche est de une demi-longueur d'onde. OK? Donc, notre premier minimum de diffraction. OK? Quand delta est égal à une demi-longueur d'onde, on s'attend à trouver une frange sombre. OK? Donc, on s'attend à trouver euh, intensité nulle. OK? Parce qu'on vient de le dire que intensité égale à 0. Qu'est-ce qu'on a? OK? Mais si delta est égal à une demi-longueur d'onde, nous, on sait que euh, phi sur lambda, OK? Phi sur 2pi est égal à delta sur lambda. OK? Donc, phi sur 2pi est égal à delta sur lambda. Donc, moi, si delta est égal à une demi-longueur d'onde, qu'est-ce qui me reste? OK? Donc, delta est égal à une demi-longueur d'onde divisé par lambda. Les lambda disparaissent et reste une demi. Donc, phi va être égal à 2pi fois une demi à pi. OK? Mais si je mets pi dans cette équation-là, OK, je trouve quoi? L'intensité est égale à 4i0 fois cos carré de pi sur 2. Cos de pi sur 2, ça vaut combien? Ça vaut 0. Donc, qu'est-ce que je trouve? L'intensité est égale à 0. OK? Ce qui est magique un peu, là. Mais en fait, c'est pas surprenant. OK? On s'attendait à trouver ça. On vient de le voir différemment. Si, à l'inverse, on pose que delta est égal à lambda, OK? Donc, si l'onde ici a parcouru une longueur d'onde de plus que l'onde du haut, on s'attend à ce que ça revienne en phase puis qu'on trouve l'interférence constructive. OK? Mathématiquement, est-ce que c'est ça qu'on observe? OK? On va refaire la même petite analyse ici. On sait que phi sur 2pi est égal à delta sur lambda. Donc, ce qu'on vient de dire, delta égale lambda. Donc, ça, c'est égal à 1. OK? Donc, on veut que phi soit égal à 2pi. Parfait. I est égal à quoi? I est égal à 4i0 fois cos carré de 2pi sur 2. Cos de pi, ça vaut quoi? Moins 1. L'intensité, moins 1 à la 2, ça vaut plus 1. L'intensité est maximale parce que la fonction cos carré de θ, c'est quelque chose qui varie, OK, de 0 à 1. OK. Donc, c'est 0 dans un minimum. Ça correspond au minimum de d'interférence, donc une tache sombre. Ça correspond à un maximum, donc une tache brillante. Vous remarquerez, on aurait pu, puis on aurait peut-être dû, là, OK, faire ça à l'envers. Autrement dit, partir de la formule générale. Donc, tu sais, on dit j'ai deux ondes.
J'ai deux ondes qui ne parcourent pas la même distance. OK? Sachant qu'ils ne parcourent pas la même distance, quelle va être l'intensité résultante sur l'écran? Dans le fond, c'est ce que j'ai fait ici. OK? On a trouvé une expression générale qui montre que l'amplitude dépend de la différence de phase, mais que je suis capable de relier cette différence de phase à une différence de marche. OK? Que je suis capable de relier cette différence de marche à une position Y sur mon écran. OK? Puis on aurait trouvé que pour maximiser cette fonction-là, je dois avoir une phase qui est un multiple entier de 2π correspondant à une différence de marche qui est un multiple de la longueur d'onde. Pour trouver des franges sombres, j'aurais remarqué que la différence de phase doit être un multiple impair de phi. Okay? Donc, soit pi, 3π, 5π, ainsi de suite, ce qui correspond à des demi-longueurs d'onde. Donc, une demi-longueur d'onde, trois demi-longueurs d'onde, cinq demi-longueurs d'onde, et ainsi de suite. À ce moment-là, j'aurais trouvé que l'intensité dans ces points-là donne 0. J'aurais par là reconstruit mes conditions que je m'étais posées au début. Quelle est la meilleure approche? Mais ça dépend de vous. Vous pouvez faire les deux, puis vous choisissez ce que vous préférez. OK? Donc, on a notre expression générale. Nous, ce qu'on nous dit, si on vient à la question, quelle est l'intensité de la lumière à mi-chemin entre le centre d'une frange sombre et le centre d'une frange brillante? OK? Donc, nous, par exemple, on vient de le dire, on dit le maximum, on va le trouver quand delta est égal à lambda, puis le minimum, on va le trouver quand delta est égal à une demi lambda. OK? Donc, excusez, là. Donc, si on peut le présenter comme ça, si vous préférez, là, ça revient pas mal à la même affaire. Donc, on dit notre minimum, OK, pardon, OK. Donc, on veut à mi-chemin entre un maximum et un minimum. On sait que le maximum, on va le trouver quand, par exemple, delta est égal à lambda, puis que le minimum, donc le maximum, pardon, on le trouve quand delta est égal à lambda, ici. Le minimum, on trouve quand delta est égal à une demi-longueur d'onde. Okay? Donc, si j'ai une différence de marche d'une demi-longueur d'onde, j'ai un minimum. Si j'ai une différence de marche d'une longueur d'onde, j'ai un maximum. À mi-chemin, entre ces deux points-là, j'ai quoi? J'ai 3 lambda sur 4. Okay? Donc, ça, c'est à mi-chemin entre les deux. On peut le représenter aussi parce que phi sur 2π est égal à delta sur lambda, comme étant à mi-chemin entre phi égale à pi et phi égale à 2π, c'est-à-dire quand phi est égal à 3π sur 2. Puis, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer 3π sur 2 dans mon équation pour l'intensité. L'intensité me donne 4i0 fois cos carré de phi sur 2. L'équation générale qui est ça, on remplace phi par 3π sur 2. Si vous calculez le cos carré de 3π sur 4, ça vaut une demi. Donc, vous trouvez une intensité qui est égale à 2i0. Okay? L'intensité maximale, c'est quoi? Okay? L'intensité maximale, c'est quand le cos carré est égal à 1, c'est 4i0. Donc ça se trouve à être la moitié de l'intensité maximale. Okay? Donc on a au centre d'une frange brillante une intensité qui est maximale à 4i0. Donc on trouve qu'on a 50% de l'intensité au centre d'une frange brillante. Donc à mi-chemin entre le centre de la frange sombre et la frange brillante, on a un point où l'intensité est 50% de l'intensité maximale. Donc l'intensité passe de 0 à 50% à 100%, à 0 à 100, à 0 à 100. Puis elle varie de façon, elle aussi, sinusoïdale, l'intensité lumineuse. OK? Pardon. Euh, on va représenter des figures de tout ça plus tard. OK? Donc, on remarque ici, moi c'est pour ça souvent aussi ce qu'on fait, puis je vous invite à peut-être prendre cette habitude-là. Vous pouvez laisser tomber le 4i0 si vous voulez. Moi je me demande toujours, ok, mettons, nous on dit l'intensité c'est 4i0 dans notre formule fois cos carré de phi sur 2. Ok. Mais ça, dans le fond, c'est quoi? Ça, c'est l'intensité maximale. OK? Puis nous, on ne parlera jamais d'intensité absolue dans le cours. OK? On ne cherchera pas le point où l'intensité, c'est 8 watts par mètre carré. OK? On va toujours chercher, par exemple,
C'est quoi l'intensité relative à tel point ou quel est le point où l'intensité est 50% de l'intensité maximale. Donc, on va toujours parler de l'intensité relative. Relative à quoi? Relative à l'intensité maximale, autrement dit. Donc, je veux toujours l'intensité par rapport à l'intensité maximale. Mais si je regarde I sur Imax, c'est directement cos carré de phi sur 2. Donc, ça, c'est toujours le pourcentage de l'intensité maximale. OK? Évidemment, là, je dis pourcentage, il faut le multiplier par 100 pour que ça soit littéralement un pourcentage. Là. Mais si cos carré de phi sur 2 est égal à 0,5, ben, ça veut dire que j'ai 50% de l'intensité maximale. Si cos carré de phi sur 2 est égal à 0,25, ça veut dire que j'ai 25% de l'intensité maximale. Donc, nous, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que ce que représente juste le cos carré de phi sur 2. OK? Pardon. Donc, c'est pas super. On vous ferait des exercices qui sont suggérés dans les notes de cours. Ça devrait vous démêler un peu. OK? Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit à la question suivante? On vous dit, prenons deux ampoules électriques allumées, placées à 50 cm l'une de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on n'observe pas d'interférence? OK? C'est quand même pas une question. euh, bon, il n'y a pas de question niaiseuse, souvent on dit, OK? Mais pourquoi on n'observerait pas d'interférence dans ce cas-là? OK. Ben, nous, ce qu'on sait, c'est quoi les conditions pour voir apparaître l'interférence? OK? Ben, premièrement, on a besoin, vous remarquerez, on a besoin, oups, excusez, OK. On a besoin de définir une différence de marche unique entre les deux sources. Donc, nous, dans l'expérience de Young, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des sources très étroites, puis on suppose que comme s'il y avait juste quasiment un rayon qui partait de chaque source. OK? Évidemment, une ampoule lumineuse comme ça, OK? Comme ça, OK? C'est une source étendue. OK? Donc, la lumière provient de plusieurs points sur la source. Donc, ça va donner plusieurs différences de marche sur notre écran. Donc, parce qu'on a des sources. OK? Parce qu'on a des sources étendues, la lumière va provenir de plusieurs endroits différents. Excusez. De la même ampoule. Puis on va avoir un très grand nombre d'ondes avec plusieurs différences de marche différentes. OK? Donc c'est pour ça que le phénomène d'interférence est d'autant plus facile à voir, excusez, que la différence de marche est unique, OK, entre deux points. OK? Donc imaginez maintenant ici à place que j'ai deux traits, je vais juste vous l'illustrer. OK? Donc imaginez que j'ai deux très larges fentes, puis je regarde sur un écran. Quelle est l'interférence ici? OK? Ben là, c'est quoi qui interfère? C'est ça avec ça? Ou c'est ça avec ça? Ou c'est ça avec ça? OK? Donc, j'ai plusieurs différences de marche entre plusieurs combinaisons de ces rayons-là. Donc, il n'y aura jamais un point où toutes ces paires de rayons-là vont s'annuler les unes avec les autres. Donc, quand j'ai des sources étendues, ça fonctionne mal d'observer l'interférence. Donc, c'est pour ça que ça va mieux quand on prend des fentes les plus étroites possibles, par exemple. Donc, première raison pourquoi on n'observe pas d'interférence quand on a des ampoules électriques, c'est parce que nos ampoules sont des sources étendues, ne sont pas des sources ponctuelles. OK? Donc, quelle est la seconde raison pour laquelle on n'observe pas d'interférence? C'est que nos sources lumineuses, nos ampoules, sont des sources polychromatiques. OK? Donc, des lampes à incandescence, ben, ça émet l'ensemble des longueurs d'onde du spectre de la lumière visible. Une façon simple de s'en rendre compte, c'est de prendre la lumière qui sort d'une ampoule, puis la faire passer à travers un prisme, puis on sait que ça va donner un arc-en-ciel de l'autre côté. OK? Donc, on a plusieurs longueurs d'onde différentes. Nous, ce qu'on sait, c'est que l'interférence se produit seulement quand, par exemple, euh, la différence de marche, OK, est égale à phi sur 2pi. Donc, il faut que delta soit, par exemple, un multiple, c'est relié à la longueur d'onde ici. OK? Donc, on a dit, mettons, chaque fois que delta est égal à une demi-longueur d'onde, on va avoir une frange sombre. Quand delta est égal à une longueur d'onde, on va avoir une frange brillante. Ben, si vous avez différentes longueurs d'onde, sur un écran, OK, vous n'aurez jamais la même condition qui va se trouver en même temps pour toutes les longueurs d'onde.
Donc, les différentes longueurs d'onde vont produire des maximums puis des minimums à différentes positions sur votre écran. Donc, comme si c'était pas assez que la différence de marche varie parce qu'on a des sources étendues, mais là, en plus, on a une situation qui se produit où les maximums et les minimums vont tomber à des endroits différents pour les différentes longueurs d'onde. Donc, la deuxième raison pour laquelle on n'observe pas d'interférence, c'est parce que nos sources sont polychromatiques. Donc, on a un mélange de plusieurs longueurs d'onde différentes, puis les franges vont apparaître à des endroits différents pour les différentes longueurs d'onde. OK? Euh, la solution, pourquoi on fait l'expérience maintenant avec des lasers, OK? Ben, c'est parce que la lumière d'un laser est monochromatique. Un laser, c'est fait pour émettre à une longueur d'onde, puis une longueur d'onde très, très, très précise. OK? Donc, pardon, on parle pour un laser hélium-néon standard, on parle d'une longueur d'onde de 633, ben en fait 632,8 nanomètres, là. On n'est pas à quelques nanomètres près, mais on va utiliser une lumière rouge qui a une longueur d'onde très précise. OK? Évidemment, vous allez dire, ouais, mais à quel point c'est précis? Ça, on va y revenir un petit peu plus tard quand on va parler des lasers plus en détail. Mais ça émet une longueur d'onde à une énergie excessivement précise. La seule dispersion qu'il y a autour de cette longueur d'onde-là, c'est dû au mouvement thermique, là, au mouvement des atomes, au moment où ils émettent un électron. Il y a un genre d'effet Doppler qui se produit, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard, là, juste intuitivement. Imaginez que vous avez un laser hélium-néon, c'est du gaz qui est dans un contenant qui émet de la lumière. Si l'atome de néon, au moment d'émettre la lumière, il s'approche de vous, ben, la longueur d'onde va être décalée vers le bleu. Si à ce moment-là, il s'éloigne de vous, la longueur d'onde va être décalée vers le rouge. OK? Donc, il va y avoir un effet Doppler littéralement qui va se produire pour la lumière. OK? Mais ça, on va y revenir en temps et lieu. Il y a une troisième raison qui explique pourquoi on n'observe pas d'interférence quand on regarde deux ampoules placées à 50 cm l'une de l'autre. Ça a lien avec la cohérence. OK? Donc, nous, on se souvient, par exemple, puis on va le voir, en fait, c'est plus subtil, on va le voir plus en détail plus tard dans le cours, mais euh, on a dit que les deux ondes qui traversent les deux fentes doivent avoir la même phase, si vous vous souvenez. OK? S'ils n'ont pas la même phase en partant, ben, comment est-ce qu'on peut déduire c'est quoi leur phase quand ils vont arriver sur l'écran? OK? Ben, excusez, on va être un peu plus généreux que ça. La phase pourrait être différente au moment où ils partent, mais il faut au moins qu'on soit capable de relier la phase des deux sources. Si le problème, c'est que quand vous émettez de la lumière, ce qui se produit, c'est que la lumière est émise par, excusez le français, là, mais par bunch. OK? Donc, votre source va émettre une bunch de lumière, puis elle va émettre successivement des bunches de lumière. Le problème, c'est que la phase, elle ne reste constante que pendant une très très courte période de temps, de l'ordre des nanosecondes. OK? Donc, la différence de phase va rester constante seulement pendant une très courte période de temps. Donc, si vous avez deux sources lumineuses qui émettent, vous ne serez jamais capable de relier la phase de l'une avec la phase de l'autre. Puis en plus, la phase va changer de façon aléatoire à toutes les 10-8 secondes. Donc, c'est impossible de tenir ça en ligne de compte. Puis ça va faire qu'il n'y aura jamais vraiment de point où l'interférence va être toujours destructive ou toujours constructive. Comment on règle ça en pratique? OK? Ben, c'est comme notre ami Young l'avait réalisé, c'est qu'on doit faire passer la lumière de la même source à travers deux fentes. Parce que même si la phase elle change à toutes les 10-8 secondes, tant que c'est la même source qui éclaire la fente du haut puis la fente du bas, vous allez avoir la même phase en partant. Peu importe c'est quoi cette phase-là, elle va être pareille au moment où elle traverse les deux fentes. Puis après, ça a beau changer, mais au moment où elle est partie, la lumière, elle avait la même phase, donc on peut relier ça à la phase rendue sur l'écran. Donc, quand je vous dis là, que Young, il a fallu qu'il pense à son affaire, là, on a trois, si on résume, là, on a trois principaux problèmes avec ça. Il faut que la lumière soit, faut que ça soit des sources ponctuelles. Ça ne marche pas si on a des sources étendues. Donc, Young a fallu qu'il réduise la taille des fentes le plus possible.
Il faut qu'on ait de la lumière monochromatique. Donc, on ne peut pas utiliser la lumière blanche pour faire cette expérience-là parce que les maximums ne tomberont pas au même endroit pour les différentes longueurs d'onde. Puis en plus, il faut qu'on règle le problème de la cohérence. Donc, on ne peut pas avoir deux sources différentes. Il faut qu'on ait une source qui alimente les deux fentes, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, euh, euh, source étendue, les sources polychromatiques, puis l'incohérence des sources vont être trois facteurs qui vont faire en sorte qu'on n'observera jamais d'interférence quand on regarde des ampoules placées près l'une de l'autre. OK? Euh, on vous demande ensuite, l'expérience des fentes de Young montre que la lumière se comporte comme une onde. OK? Donc ça, c'est important aussi de le réaliser. Cette expérience-là, on a utilisé les propriétés ondulatoires. OK? On ne pourrait pas expliquer cette expérience-là si on supposait que la lumière se comporte comme des particules. OK? C'est impossible. OK? Donc, c'est ça qui a amené la communauté scientifique à conclure que la lumière devait se comporter comme des ondes, puis pas comme des particules. OK? Euh, donc, excusez. Puis, c'est ça qui a fini d'achever le modèle corpusculaire de la lumière. Donc, on pose à la question suivante, qu'est-ce qui distingue une onde lumineuse d'un rayon X? Ben, en fait, c'est juste un problème de nomenclature. OK? Donc, il n'y a pas de différence a priori. OK? La principale différence, en fait, c'est juste que la longueur d'onde est différente. Ce qu'on appelle la lumière visible pour nous, une onde lumineuse, c'est juste que c'est du rayonnement électromagnétique, si on va y revenir, qui a la propriété d'avoir des longueurs d'onde qui peuvent être perçues par l'œil. OK? Donc, si on se souvient, là, il y a des cellules nerveuses sur votre rétine que leur seul job, c'est d'observer l'environnement, ok, de détecter la lumière. Puis ça s'adonne que au niveau de l'évolution de l'espèce humaine, ok, votre œil s'est adapté à observer une bande de fréquence ou de longueur d'onde très spécifique du spectre électromagnétique. Ok. Le spectre électromagnétique, c'est l'ensemble du rayonnement électromagnétique. Ça va des rayons gamma qui ont des très 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 courtes longueurs d'onde, des très hautes énergies, des très hautes fréquences, en diminuant l'énergie progressivement. En fait, au fur et à mesure qu'on allonge la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique, on se trouve à diminuer l'énergie du rayonnement. Donc, on va passer par les rayons X, les rayons ultraviolets, la lumière visible, la lumière infrarouge, les micro-ondes, les ondes radio, puis ainsi de suite. OK? Donc, pour nous, ce qui est le plus important, je vous dirais, à l'œil nu, évidemment, nous, on voit la lumière visible, donc tout le spectre visible, c'est du rayonnement qui ont des longueurs d'onde entre 400 et 700 nanomètres environ. OK? Quand on parle de rayons X, on parle d'ondes électromagnétiques qui ont des longueurs d'onde de 0,01 à 1 nanomètre environ. OK? Donc, 400 à 40 000 fois plus petit que la lumière visible. On va aussi voir que ça veut dire que l'énergie du rayonnement est beaucoup plus grande parce que l'énergie du rayonnement est directement proportionnelle à sa fréquence. Donc, si la fréquence est 1000 fois plus grande, bien, ça veut dire que l'énergie transportée par un rayon X est 1000 fois plus grande que celle transportée par un rayon visible. OK? Évidemment, vous allez peut-être remarquer, hey, attends une seconde, là. Moi, je fais chauffer mon lunch avec un micro-ondes le matin, OK? Ou midi, peu importe. Comment ça se fait que ça chauffe de bord un micro-ondes si le rayonnement est si peu énergétique comparé à la lumière visible? Donc, on se souvient, ça, c'est une échelle d'énergie. L'énergie augmente en allant vers les rayons gamma, diminue vers les ondes radio. Mais l'affaire, c'est que le rayonnement, dans le cas d'un faux micro-ondes, l'eau, c'est l'eau dans un aliment qu'on va faire chauffer, puis l'eau a tendance à absorber du rayonnement des longueurs d'onde très spécifiques, dont des longueurs d'onde micro-ondes. OK? Euh, Pardon. Donc, quand on utilise un four à micro-ondes, ce qu'on se trouve à faire, en fait, c'est qu'on se trouve à faire osciller l'eau contenue dans les aliments. OK? Puis comme l'eau, elle oscille à des fréquences très spécifiques, ben, il y a des fréquences qui correspondent au spectre micro-ondes. Donc, votre micro-ondes est tuné à des fréquences qui sont fortement absorbées par l'eau. Euh, Évidemment, les différentes bandes de fréquences ont différentes applications concrètement. OK? Entre autres,
parce que l'atmosphère est pas opaque, elle se comporte pas de la même façon pour toutes les longueurs d'onde. Par exemple, les ondes, la télé puis les ondes FM, là, la radio, la télé, c'est toutes des ondes radio par définition, ok, qui ont des très grandes longueurs d'onde, de l'ordre du mètre, ok, comparé à de l'ordre de 10-9 mètres, 10-7 mètres pour la lumière visible. Donc, pourquoi on utilise ces longueurs d'onde-là pour la télé puis pour la radio? Mais c'est juste que ça donne que l'atmosphère est très transparente à ces longueurs d'onde-là. Donc, il y a des longueurs d'onde qui vont être absorbées plus facilement, d'autres qui vont être transmises plus facilement, dépendant du matériau dans lequel l'onde se déplace. Ça donne que dans l'atmosphère, ben, l'atmosphère est très, très, très transparente aux ondes radio. Donc, si vous voulez construire une station radio, vous allez utiliser ces ondes-là parce que c'est celles qui voyagent le mieux sans être absorbées par l'atmosphère. À l'opposé, les rayons X, les rayons gamma, l'atmosphère est relativement assez opaque, merci à ça. Donc, pour des raisons, bon, pour des raisons santé évidentes, vous n'auriez pas des stations radio rayons X là, parce que c'est pas bon pour la santé. On va revenir pourquoi plus tard dans le cours. Mais même d'utiliser du rayonnement infrarouge, par exemple, c'est pas super pour faire des moyens de communication parce que la portée des ondes infrarouges est très courte. Ils ont tendance à être absorbés par l'atmosphère tout simplement. Ok. Les micro-ondes, c'est la même façon. Les micro-ondes, on va s'en servir pour faire des stations radar, par exemple. Euh, mais vous avez beaucoup d'applications différentes qui font appel à différentes régions du spectre électromagnétique, on va dire ça comme ça. On pourrait en jaser évidemment très très longtemps. Peut-être, ok, ouais, on pourrait en jaser très longtemps. Ok. Ce qui n'est pas le but aujourd'hui de la présentation. Je reviens juste rapidement sur le fait qu'on détecte le rayonnement de 400-700 nanomètres. Ok. Euh, Votre œil, ok, à vous, ok, il est constitué, vous avez des bâtonnets puis des cônes dans votre œil. Ok. Donc, si vous vous souvenez ou pas, là, vous avez des détecteurs de lumière bleue, de lumière verte puis de lumière rouge à l'intérieur de votre œil. Donc, trois types de bâtonnets. J'oublie tout le temps si c'est les bâtonnets ou les cônes, peu importe. Vous avez des cellules nerveuses qui vont détecter la longueur d'onde spécifique. Donc, de la lumière bleue, vous avez des cellules qui détectent le vert, vous avez des cellules qui détectent le rouge. Dans, quand les trois détecteurs sont stimulés en même temps, vous voyez du blanc. Ok. Vous voyez l'ensemble des couleurs en même temps. Pour votre œil, ça apparaît comme du blanc. Donc, quand vous avez... excusez. Donc, quand vous avez... si vous vous souvenez aussi, les pixels dans votre télé sont quelle couleur? Ok? Ils sont bleus, sont rouges, puis sont verts. Pourquoi? Mais ça ne sert à rien de faire des pixels bleu poudre ou jaune. Ok? Votre œil, quand il détecte simultanément du bleu, du vert et du rouge, pour lui, il trouve que c'est du blanc. Donc, vous avez juste à mélanger ces trois couleurs-là dans des proportions différentes, puis vous allez être capable de reproduire l'ensemble des, des couleurs du spectre visible. Ok? Contrastons ça avec l'œil d'une crevette mantis. Ok? Ça, je ne comprends pas comment ça fonctionne parce que je pense de mémoire, il y a comme 17 ou 18 capteurs de longueur d'onde différentes dans, dans, dans l'œil d'une crevette mantis. Donc, pour qu'une crevette mantis voit ce que nous, on appelle du blanc, il faudrait que tous ces détecteurs-là soient saturés en même temps. OK? Donc, il faudrait qu'il y ait du rayonnement, puis rendu au-dessus de 700, pour nous, c'est de la lumière infrarouge. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la lumière infrarouge? C'est de la lumière qui a des trop grandes longueurs d'onde pour être détectée par l'œil. C'est au-delà du rouge, donc c'est de l'infrarouge. L'ultraviolet, c'est que c'est des longueurs d'onde plus courtes que la lumière violette. Ça non plus, c'est pas détecté par votre œil. Donc, on appelle ça de l'ultraviolet. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Les crevettes mantis, elles, ont des détecteurs à lumière ultraviolette dans leur œil. Donc, eux vont voir littéralement les sources de lumière ultraviolette. De la même façon, ils vont voir les sources de lumière infrarouge qui sont pour nous invisibles à l'œil nu. Donc, comment ça voit concrètement une crevette mantis? J'en ai zéro idée comment ça peut voir les couleurs, cette affaire-là, parce que les détecteurs de couleurs dans les yeux des crevettes mantis sont complètement différents des nôtres. Ok. Euh,
juste faire une petite parenthèse aussi sur la photographie, par exemple. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une photo de la Voie lactée. OK? Donc, c'est... pardon. Mais en fait, c'est pas notre Voie lactée. OK? C'est Andromède. OK? C'est la galaxie spirale la plus proche de notre Voie lactée à nous. OK? Euh, c'est ce qu'on s'imagine être pas mal une bonne idée de notre galaxie aussi. Évidemment, vous comprendrez qu'on ne peut pas prendre une photo de notre galaxie vue comme ça, OK? Parce que pour ça, il faut être à l'extérieur de la galaxie pour prendre une photo de notre galaxie, vous comprendrez ça, OK? Puis sortir de notre galaxie, on n'est pas là, OK? On n'est pas là. Pour vous donner une idée de la dimension de ça, là, le disque ici, là, d'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre, de là à là, par exemple, c'est de l'ordre de la centaine de milliers d'années-lumière. Donc, ce que ça veut dire en français, ça veut dire qu'il faudrait voyager pendant 100 000 ans à la vitesse de la lumière pour partir de là puis se rendre jusque-là. OK? Puis vous comprendrez avec moi, vous entendrez avec moi que c'est pas demain la veille. OK? Là? On n'est pas là. OK? Donc, on peut pas, nous, à notre échelle, je veux dire, l'objet le plus loin de la Terre présentement, c'est Voyageur un ou 2, je ne sais pas lequel des deux, là, mais si on regarde à quelle distance Voyageur un ou 2 est situé de la Terre, par exemple, ok, euh, Voyageur 1, excusez, là, je fais ça en même temps que je vous parle, là, je connais pas mes... Euh, on l'avait, ok. Donc, il est à 20 heures lumière de la Terre, ok. Donc, ça, c'est le temps que ça prend à la lumière, c'est 20 heures. On est à 151 unités astronomiques. 150 unités astronomiques, ça veut dire que c'est 150 fois la distance entre la Terre et le Soleil. C'est ça la définition d'une unité astronomique. OK? Donc, vous êtes, puis Voyageur 2 est à 17 heures lumière. Donc, eux sont partis autour de 77, si je me souviens bien. Ça fait une quarantaine d'années. OK? Quarantaine d'années que les sondes voyageurs voyagent dans l'espace. OK? Ils ont parcouru 20 heures-lumière. OK? Donc, imaginez le temps que ça va prendre pour parcourir même une année-lumière. OK? Donc, c'est pour se mettre à l'échelle. Imaginez, là, vous partez, je donne souvent comme exemple, vous partez euh, de l'échangeur, mettons, au coin de la 15 et de la 40, là, à côté du Centre Rockland à Montréal. Là. C'est pas le kilomètre 1 de l'autoroute 15. OK? Puis vous montez à 120 km/h. Ça se fait bien à 120 km/h parce que ça veut dire que vous faites 2 km à minute. OK? Donc, mettons que vous roulez pendant 8 minutes. OK? Vous allez être rendu km 16, donc vous allez être à peu près là, vis-à-vis la 440 à peu près. OK? Donc, si vous avez parcouru cette distance-là, c'est l'équivalent de parcourir la distance entre le Soleil et la Terre, parce que la Terre met 8 minutes pour partir du Soleil et se rendre jusqu'à la Terre. Donc, vous avez le temps de vous rendre jusqu'à 4,40 à peu près, mettons, si vous voyagez à 120 km/h. Pour vous rendre à, mettons, je sais pas moi, là où le voyageur se trouve, ça y prend 20 heures. Donc, vous roulez à 15 nord pendant 20 heures. OK? Je ne sais même pas ce que tu es rendu. 20 heures, c'est à 15 nord, mais ça vous donne une idée de la distance qui sépare le Soleil de Voyageur 2 pour l'instant. Si vous voulez vous rendre à l'étoile la plus proche, ok, l'étoile la plus proche de la Terre est à 40, à peu près 3-4 années-lumière de la Terre. Ça veut dire que c'est comme si vous rouliez en char, là, ok, pendant 4 heures, pendant 4 ans. OK? Voyons, excusez-moi, là. OK. Donc, excusez, je recevais des messages. Donc, c'est comme l'équivalent de rouler pendant 4 ans avant d'arriver sur l'étoile la plus proche. OK? Donc, tu sais, puis genre, mettons, Pluton, c'est à peu près 4 heures lumière. Donc, vous roulez sur l'autoroute, vous traversez toutes les planètes du système solaire, vous frappez la quatrième planète après 4 heures de route sur la 15 Nord. Donc, vous êtes rendu, vous approchez, je pense, Rouen ou peu importe. Et après ça, vous roulez. Puis là, vous roulez.
Puis là, vous roulez pendant 20 heures. Ça existe même plus. Il y a pas 20 heures de route vers le nord, je pense, là, en tout cas. Là, vous arriviez à... Ensuite, vous continuez de rouler. Vous roulez pendant 4 ans pour arriver à l'étoile la plus proche. Donc, pour se rendre à, euh, la... pour traverser notre galaxie, ça va vous prendre 100 000 ans à rouler à vitesse de la lumière. Ok. Donc, c'est ça les ordres de grandeur ici. Mais bref, c'était juste une petite parenthèse là, où on s'en allait avec ça. En fait, c'est que, je viens de le dire, on ne peut pas regarder la Voie lactée comme ça. Il faut qu'on utilise une vue où on est dans la Voie lactée, puis on peut regarder partout autour de nous, voir ce qu'on voit. Puis on peut faire cet exercice-là dans différentes longueurs d'onde. Donc, par exemple, ici, c'est en l'énergie qui augmente ou la longueur d'onde qui diminue. Ok. Donc, si vous regardez dans le radio, euh, vous voyez essentiellement, ça trace essentiellement la densité de la Voie lactée. Ok. Donc, c'est quoi cette représentation-là? Celle qui ressemble le plus proche de... Bon, nous, ça, c'est si on regarde dans la lumière visible, c'est bizarre, a priori, on voit moins bien que si on regarde dans l'infrarouge proche, par exemple. Ok. Donc ça, c'est tous des capteurs ok, qui ont été construits pour détecter des types de rayonnement, des types de longueurs d'onde qui sont invisibles à l'œil nu. Ok. Donc, par exemple, vous avez, mettons, puis là, il faut faire attention, je ne sais pas exactement comment chacune de ces cartes-là a été faite très spécifiquement, parce que vous comprendrez que c'est toutes des cartes qui sont en fausse couleur. Ok. La seule carte qui peut être en vraie couleur, c'est celle qui est dans le visible. Comment on fait une photo visible? Ben, vous allez prendre la lumière qui arrive de l'objet, vous allez faire passer à travers 3 filtres qui vont sélectionner les longueurs d'onde qui correspondent le plus proche possible de l'œil humain. Ok. Donc, vous allez vous faire une image bleue, une image rouge, une image verte, qui ont des bandes de transmission qui ressemblent le plus possible à l'œil humain. Puis après, vous allez recombiner ces images-là. Ça va vous donner une image en couleur naturelle. Ok. Évidemment, votre œil ne voit pas la lumière infrarouge. Donc, comment vous faites des photos en infrarouge comme ça? Ben, vous prenez la lumière qui arrive de l'objet, vous faites passer cette lumière-là à travers des filtres qui vont laisser passer uniquement de la lumière infrarouge. Puis, vous allez mesurer l'intensité en fonction de la lumière que vous percevez. Puis ça va vous permettre de faire des cartes en infrarouge, mais en fausse couleur de la Voie lactée, par exemple. OK? Quand on dit hydrogène moléculaire, ok, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, c'est qu'on sait que l'hydrogène va émettre à des longueurs d'onde qui sont très spécifiques. Ok. Chaque atome, en fait, émet à des longueurs d'onde qui lui sont très spécifiques. Donc, en choisissant des longueurs d'onde auxquelles on observe, on peut, par exemple, essayer juste de tracer l'hydrogène. Ok. Ou juste essayer de tracer l'hélium, par exemple. Si on choisit des longueurs d'onde qui sont propres à l'hydrogène ou propres à l'hélium. Ici, le code de couleur, évidemment, il va être différent. Ok. Parce que si on observe l'hydrogène, ce qu'on a ici comme code de couleur, c'est probablement l'intensité du rayonnement. Donc, plus il y a d'hydrogène, plus il y a de rayonnement, plus on code ça vers le blanc. Tu sais. Donc, c'est un heat map, là, c'est une carte de chaleur. Quand c'est mauve, ça veut dire qu'il y en a très peu. Au fur et à mesure qu'on s'approche du rouge puis du blanc, c'est qu'il y en a de plus en plus. Ok. C'est l'intensité du rayonnement. Ça traduit directement la quantité d'hydrogène qu'on observe. Ces cartes-là ont été faites, par exemple, là, si vous regardez ici en plein centre, c'est que vous regardez directement vers le centre de notre Voie lactée. Ok. Puis après, vous allez balayer vers d'un côté, mettons, jusqu'à temps que vous soyez rendu derrière votre tête. Ok. Vous allez balayer de l'autre côté jusqu'à temps que vous soyez rendu derrière votre tête. Puis après, vous allez regarder par en haut comme ça. Puis après ça, vous allez regarder par en bas comme ça. Donc, vous couvrez l'ensemble du ciel. Une fois que vous avez fait cette carte-là, vous la coupez en arrière, puis vous la dépliez comme ça, puis vous allez obtenir un bandeau avec l'ensemble du ciel qui est représenté comme ça. Donc, c'est ça ces visions-là qu'on voit ici. Donc, il y a plusieurs intérêts à ça. On remarque tout de suite que dans le visible, dans l'optique, on ne voit pas grand-chose. OK? Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des nuages de poussière dans l'espace. Nous, on sait
que quand une étoile achève sa vie, elle va avoir tendance à éjecter ses couches externes qui vont avoir été enrichies en éléments plus lourds. Ça aussi, on va en discuter plus tard dans le cours. Ce que ça veut dire, ça veut dire que, par exemple, le Soleil va finir par se transformer en naine blanche, mais au moment où il va faire ça, il va y avoir un gros vent qui va emporter une bonne partie de la matière composant le Soleil, puis qui va la disperser dans l'espace. Cette matière-là, en refroidissant, va devenir un genre de gaz, ou puis littéralement de la poussière là-dedans, qui va s'accumuler. Puis la poussière a la tendance d'absorber la lumière visible. Donc, si vous regardez vers le centre de la Voie lactée, bien, il y a des nuages de poussière qui sont dans votre chemin. Fait que vous ne pouvez pas voir le centre de la Voie lactée en tant que tel. Il est caché, il est obscurci par de la poussière dans le visible. L'affaire, c'est que quand vous observez dans l'infrarouge, la lumière infrarouge passe à travers la poussière et n'est pas absorbée par cette poussière interstellaire-là. Donc, vous pouvez voir jusqu'au centre de la Voie lactée. Euh, donc, vous allez choisir le domaine de longueur d'onde que vous voulez utiliser en fonction du type d'observation que vous voulez faire. Si vous voulez observer des phénomènes qui se produisent à basse énergie, ben, vous allez prendre du rayonnement à basse énergie d'infrarouge. Si vous voulez observer des phénomènes très violents, épisodiques, à très haute énergie, ben, vous allez regarder dans les rayons X, dans les rayons gamma, par exemple, là où le rayonnement transporte le plus d'énergie. OK? Donc, vous allez voir des cartes différentes du ciel dépendant de la longueur d'onde que vous allez utiliser. Puis, je fais juste vous rappeler, encore une fois, que c'est toutes des fausses couleurs. OK? Même à la surface du Soleil, c'est quelque chose qu'on peut observer comme phénomène. OK? Donc, à la surface du Soleil, par exemple, ça, c'est une photo qui a été prise par So. Plus sûr. OK? Excusez. En fait, c'est euh, vous avez plusieurs photos qui ont été prises du Soleil dans plusieurs bandes de longueur d'onde. OK? Donc, c'est tout dans l'ultraviolet. Le soleil, la surface du Soleil est très chaude. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les longueurs d'onde vont de à peu près 170 nanomètres jusqu'à peu près 10 nanomètres ici. À 10 nanomètres, on observe du rayonnement qui est à une température d'à peu près 6,3 millions de Kelvin ou de Celsius. OK? Donc, c'est excessivement chaud ici. OK? Donc, on regarde juste la lumière la plus énergétique qui provient du Soleil, OK, par exemple. Ce qu'on remarque, c'est que les images sont passablement différentes d'une photo à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on n'observe pas les mêmes domaines de longueur d'onde, on n'observe pas les mêmes phénomènes physiques qui se produisent à la surface du Soleil. OK? En particulier, vous remarquez même que des fois, on voit apparaître des lignes de champ magnétique. OK? En fait, on ne voit pas directement la ligne de champ magnétique. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que si vous avez une ligne de champ magnétique à la surface du Soleil, vous allez avoir des particules chargées qui vont spiraler autour, okay, qui vont émettre du rayonnement synchrotron. Je pense que ça, vous en avez parlé dans le cours de physique 2. Sinon, essentiellement, c'est qu'on sait qu'une particule chargée qui accélère va émettre du rayonnement. Okay? Donc, quand vous avez une particule chargée qui est capturée par une ligne de champ magnétique, donc il y a une ligne de champ qui fait une boucle à la surface du Soleil, vous allez avoir des particules qui vont spiraler autour de la ligne de champ. Comme vous avez un mouvement circulaire, bien, vous avez une accélération centripète, donc vous avez une charge qui est en constante accélération qui va émettre du rayonnement, puis vous allez voir apparaître littéralement les lignes de champ magnétique à la surface du Soleil. Okay. On voit aussi la structure à la surface, les cellules de convection qu'on appelle par exemple. Donc la surface du Soleil, c'est comme si c'était une grosse boule de gaz qui était en ébullition. Okay. Donc vous avez des poches qui remontent, des poches qui coulent. Donc vous avez une surface convective qu'on appelle ici. Okay. Donc, tout ça, en fait, la petite parenthèse, entre guillemets, c'est pour expliquer la différence entre les ondes lumineuses et les rayons X. Okay? Donc, vraiment, dépendant du type de phénomène qu'on veut observer, on va utiliser différents types de longueur d'onde. Il n'y a rien a priori qui distingue une onde lumineuse d'un rayon X, sinon la longueur d'onde associée au rayonnement. Okay? Comment est-ce qu'on peut produire une onde électromagnétique? Bon, on vient d'en glisser un mot. OK? Pourquoi? Imaginez que vous avez, euh, on vient de le dire avec euh, pardon, l'exemple précédent, on voit la ligne de champ magnétique apparaître. Pourquoi? Parce qu'on a des particules qui sont chargées, qui spiralent autour de cette ligne de champ. Donc, chaque fois qu'on a une charge électromagnétique qui est accélérée, il va y avoir émission de rayonnement électromagnétique. OK? Donc, comment fonctionne par exemple une station de radio? OK? Ben, vous avez une antenne. Dans l'antenne, vous avez des électrons.
OK? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire osciller les électrons en appliquant une différence de potentiel variable. Donc, vous créez un champ électrique variable dans la tour. OK? Ça va faire osciller les électrons. Vous ajustez la fréquence de votre générateur, mettons à 98,5 millions de cycles par seconde. Mais vos électrons vont osciller 98,5 millions de fois par seconde dans la tour. Qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'ils vont émettre un rayonnement qui va avoir une fréquence de 98,5 millions de cycles par seconde, 98,5 MHz. OK? Vous allez avoir le rayonnement qui part. Si vous voulez faire une antenne réceptrice, ben vous allez juste laisser des électrons être déplacés au passage d'une onde. Donc, les électrons vont commencer dans votre antenne réceptrice à osciller eux aussi 98,5 millions de fois par seconde. Vous n'avez juste qu'à détecter ce mouvement-là des électrons, puis vous allez avoir eu transmission d'une onde électromagnétique d'une source vers un récepteur. Donc, vous allez avoir une station de radio essentiellement, okay? Ou une station de télé, peu importe. Okay? Donc, ça, c'est conventionnel. C'est comme ça qu'on peut créer. Chaque fois qu'on a une charge électrique qui est accélérée, vous allez avoir une émission de rayonnement, une émission d'une onde électromagnétique. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien connu. Okay? Ce qu'on connaît, on connaît quand même pas mal de plusieurs propriétés. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une onde électromagnétique? À la base, là, c'est juste un champ électrique variable accompagné d'un champ magnétique variable et perpendiculaire à celui-ci. Une des propriétés qu'on a aussi, imaginez qu'on revient là, puis qu'on fait bouger, qu'on fait osciller, excusez. Là. Donc on a un champ variable, puis un champ électrique et un champ magnétique qui sont variables les deux. Vous savez, euh, qu'est-ce qu'on a vu aussi en physique 2, c'est que si vous avez un champ électrique qui varie, ça va induire une variation de champ magnétique. Donc faites varier un champ électrique, ça va induire une variation de champ magnétique. Okay? Mais évidemment, une variation de champ magnétique, ça induit à son tour une variation de champ électrique. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, à partir du moment où vous avez créé l'onde, vous avez fait bouger l'électron la première fois, vous allez avoir quelque chose qui va s'auto-générer. Vous allez avoir un champ électrique qui varie, induit la variation de champ magnétique. Cette variation-là induit à son tour une variation de champ électrique qui induit une variation de champ magnétique. Donc, vous allez avoir propagation d'une onde électromagnétique comme ça dans l'espace. Okay? Une des propriétés des ondes électromagnétiques, il y en a plusieurs, là, mais c'est que dans le vide, ben, premièrement, ils se déplacent dans le vide. Deuxièmement, dans le vide, toutes les ondes électromagnétiques, indépendamment de leur longueur d'onde, ils ont toutes la même vitesse. 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Okay? Donc, toutes les ondes électromagnétiques dans le vide ont la même vitesse. Okay? Pardon. Puis, qu'est-ce qui va distinguer les ondes électromagnétiques des ondes sonores? Là? Donc, si on revient à... Attends une seconde, mon curseur est rendu où? Mon curseur est rendu là. Hey, j'ai pas assez d'écran ici. Là. Je pense que je vous avais dit, je travaille avec 3 écrans parallèles. C'est pas évident. C'est pour ça souvent je regarde d'un bord parce que j'ai un écran dans lequel il y a mon logiciel de capture. Là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble rapidement. Là. Okay. Donc, ça, c'est juste le petit côté behind the scenes. Woohoo! Ok, c'est un peu trippy, là. Mais ça, c'est mon logiciel de capture. Vous voyez la fenêtre ici, là. Ok. Puis, c'est une mise en abîme infinie, là. Donc, c'est pour ça que des fois, je regarde de ce côté-là parce que c'est là que se trouve mon logiciel de capture. Ok. Donc, qu'est-ce qui distingue les ondes électromagnétiques des ondes lumineuses? Ben, vous avez pardon. Donc, vous avez, dans le cas du son, on a vu, c'est une onde de pression. Donc, qu'est-ce qui varie dans le cas d'une onde sonore? C'est la pression de l'air ou la pression d'un milieu ambiant. Ça peut être l'eau, ça peut être n'importe quoi. C'est une onde longitudinale de pression qui va se produire. Tandis que dans le cas de la lumière, ce qui va varier, c'est un champ électrique puis un champ magnétique. Ces ondes-là sont transversales. Donc, le champ va osciller perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde. OK? Une distinction aussi assez cruciale entre les ondes sonores puis les ondes lumineuse, c'est que l'onde sonore est une onde mécanique. Okay? Elle a besoin d'un milieu pour se propager. Okay? Donc, vous ne pouvez pas avoir de son dans l'espace, n'en déplaise à tous les amateurs de films de science-fiction. Euh, dans le vide, il n'y a pas de son. Okay, là?
Donc, il n'y a pas d'explosion dans Star Wars, puis tout ça, là, ce n'est que de la légende urbaine, mais ça fait de la bonne TV, donc c'est pour ça, généralement, je les écris, ils mettent 2 secondes de silence dans un film de Star Wars, puis tout le monde panique, ils sont obligés de mettre un avertissement avant le film. Donc, regardons les choses en perspective. Les ondes mécaniques, le son est une onde mécanique. Les ondes mécaniques ont besoin d'un milieu dans lequel se propager. Ok? Plus le milieu est résistant, plus l'onde voyage vite, normalement. Ok? La lumière, elle, est une onde électromagnétique. Donc, elle peut se propager dans le vide. En fait, elle se propage d'autant plus vite qu'elle se propage dans le vide. Donc, dès que vous êtes dans un milieu qui n'est pas le vide, par exemple de l'eau, du verre, peu importe, la lumière va ralentir quand elle va se trouver dans un milieu plus résistant. Ok? Donc, c'est un peu le contraire d'une onde sonore. Ok? Puis, au niveau des vitesses de propagation, je veux dire, on n'est pas dans le même game là, en bon français. Ok? Le son dans l'air voyage à peu près à 340 mètres par seconde. Mettons dans l'eau à 1500 mètres par seconde. Ok? Ben, la lumière, elle voyage à 300 000 km par seconde. Ok? Elle fait 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Donc, c'est pas aucune commune mesure. Ok? Donc, la vitesse de la lumière est beaucoup plus grande que la vitesse du son. Puis au niveau pratique aussi, euh, dans les deux cas, c'est les mêmes relations. Le V égale lambda F, ça marche toujours. Mais quand on parle de lumière, on a tendance plus à parler en termes de longueur d'onde pour déterminer la couleur du rayonnement. Tandis que pour le son, on va parler de la fréquence qui va déterminer la note. Ok? Donc, mais ça, c'est pas des vraies distinctions intrinsèque, ok? C'est vraiment au niveau de nous, notre expérience, ok? Donc le son, on a plus tendance à parler en termes de fréquence, tu sais, un La 440, ok? La lumière, on a plus tendance à parler en termes de longueur d'onde, du rouge 700 nanomètres, ok? Donc il faut faire la part des choses ici, mais sinon, c'est très très similaire l'un à l'autre, ok? Ils ont les mêmes propriétés. C'est des ondes, ils ont beaucoup de propriétés en commun. En particulier, les mêmes relations V égale lambda F, comme je vous disais, tout ça, ils ont les propriétés d'interférer, ils ont les propriétés de... Tout ça, c'est équivalent. Donc, c'est ce que je voulais rajouter aujourd'hui. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu. Vous reviendrez, familiariserez. On a vu l'intensité aussi, qui est une relation importante qu'on a vue aujourd'hui. Donc, l'intensité de la lumière dans une figure d'interférence. Prochain cours, on va parler de la diffraction. OK? Non, pas tout de suite. On va parler d'autres choses avant. OK. Donc, bonne fin de journée.